Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo histoire de la mode. Je suis très contente de rouvrir cette rubrique avec 5 vêtements qui ont marqué l'histoire de la mode, de leur apparition en passant par la popularisation de ces vêtements, réinterprétation et usage actuel. On va tout passer en revue pour gagner un petit peu en culture de la mode. La première pièce dont on va retracer l'histoire aujourd'hui, c'est la star des jeans, l'indétrônable Levi's 501. On est en 1873, Levi Strauss, alors marchand de tissus, et Jacob Davis, qui est un tailleur, brevette le tout premier pantalon renforcé par des rivets en cuivre. Il faut savoir que le jean Levi's, avant d'être le fameux pantalon qui habille beaucoup d'entre nous, était un pantalon qui était à destination des ouvriers et des mineurs, pour qui il fallait des vêtements robustes, résistants dans le temps, voilà, par rapport aux contraintes de leur métier. En 1890, quelques années plus tard, que ce fameux pantalon breveté prend la référence 501. Il est donc alors à l'origine réservé à une certaine catégorie socio-professionnelle. Comment il a fait pour se démocratiser et devenir un pantalon portable par toute la société? Première étape, les années 30. Le jean Levi's, on commence à le retrouver dans quelques productions hollywoodiennes, principalement dans des films de cow-boy où ça devenait le pantalon référence des personnages de films western. Dans les années 50, on évolue un petit peu, il est repris par la jeunesse, symbole un petit peu de la contre-culture, symbole aussi de rébellion, de liberté. Il va être porté par des grandes stars du cinéma comme James Dean. Années 60-70, il va être repris par le mouvement hippie, toujours considéré comme un vêtement décontracté, un vêtement un petit peu plus libre. On va commencer à le customiser, à le déchirer. Ça va devenir également un vêtement d'expression, d'affirmation de sa personnalité. Dans les années 80-90, le jean Levi's est ultra populaire et vraiment se diffuse à un petit peu toute catégorie socio-professionnelle. Il va y avoir d'énormes campagnes publicitaires qui ont vraiment marqué cette période, notamment à la campagne publicitaire dans une laverie automatique qui a été reprise, réinterprétée récemment avec Beyoncé. Il était difficile de passer à côté de cette pub, je vous la raffiche si jamais vous voulez la revoir. Aujourd'hui, le jean Levi's, il est vraiment considéré comme un intemporel de la garde-robe, tant en collection actuelle qu'en vintage. C'est un vêtement qui est symbole de durabilité, davantage en vintage d'ailleurs, c'est intéressant. Il fait partie de ces pièces qu'on a tendance à chercher plus en seconde main qu'en première main parce que la production, les méthodes de production, tissus, matières premières ont évolué aussi avec le temps, régressé aussi avec le temps. Mais le jean Levi's 501, c'est la coupe droite parfaite qui s'adapte à énormément de morphologie, donc un vêtement presque universel, j'ai envie de vous dire. Deuxième vêtement qui a marqué l'histoire de la mode, c'est la fameuse petite robe noire. Saint Graal ou mouton à 5 pattes pour la plupart d'entre nous, symbole d'élégance, d'intemporalité, une fois n'est pas coutume. Pour connaître les débuts de ce vêtement, il faut remonter aux années 20 avec Gabrielle dite Coco Chanel, qui elle dès le début prônait sobriété et élégance. Elle a apporté beaucoup de choses au vestiaire féminin. Ce vêtement à l'époque, il est un petit peu en marge de ce qui se faisait dans la mode féminine parce que le noir était encore réservé aux vêtements de deuil. Il faut se rappeler qu'on était davantage sur des robes ornées, plutôt travaillées, donc Gabrielle Chanel se met vraiment en opposition avec ce qui se faisait en transformant ce vêtement historiquement associé au deuil en symbole de chic, de modernité pour l'époque, du coup d'intemporalité. À partir de ce moment, et petit à petit, décennie après décennie, on va voir la petite robe noire se démocratiser, se diversifier. On va la retrouver dans un film iconique des années 60 sur pas moins qu'Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's, qui elle porte une version signée Givenchy, et comme je vous dis, décennie après décennie, elle va se façonner en fonction des modes, des tendances de chaque période. Dans les années 60, on va la retrouver version mini. Dans les années 80, on va la retrouver en version glamour. Dans les années 90, en version minimale. Aujourd'hui, la petite robe noire, elle est considérée comme un classique de la garde-robe. L'idée, c'est quand même d'avoir une pièce qui est ultra intemporelle, qui s'adapte à tout plein de looks, toutes saisons confondues, durable. La troisième pièce dont on va refaire l'historique, une pièce qu'on adore, le trench coat. Thomas Burberry, et oui, et à l'origine le trench coat était un vêtement militaire et fonctionnel conçu dans un tissu gabardine qui a été breveté par Thomas Burberry, qui est un imperméable. En ce qui concerne les détails du trench en tant que tel, ils sont pas là par hasard. Ils avaient à l'époque une vraie fonctionnalité. Par exemple, la patte d'épaule servait à accrocher les insignes militaires, le double D au niveau de la ceinture servait à accrocher différents outils, et le double détail
double patte de boutonnage, longueur de cette pièce, servait à protéger de la pluie et servait également de coupe-vent. Après les guerres, le trench coat a commencé à être utilisé par la société civile. Il est considéré comme un vêtement à la fois élégant et à la fois pratique de par tous ces petits éléments, notamment l'imperméabilité de la pièce et le côté coupe-vent de la double patte de boutonnage. On va le retrouver encore une fois plébiscité dans différents films hollywoodiens. À l'époque, l'imperméable il est beaucoup porté par des rôles de détectives, d'espions, mais également de héros romantiques, tout ça créant une certaine histoire autour de la pièce. Et tout au long des décennies jusqu'à aujourd'hui, on va retrouver le trench coat revisité de plein de façons, revisité en forme, différentes longueurs, des jeux de manches, des jeux de pattes de boutonnage, des jeux de matière, bimatière, imprimé. On va le retrouver orné. Burberry, la maison mère, j'ai envie de dire, du trench coat, en a fait vraiment son fer de lance, un des best-sellers de la maison, et on peut le constater à chaque défilé de la maison. Et en fonction des directeurs artistiques, tous se prêtent au jeu chaque saison. Voilà de la revisite de cette pièce qui est iconique. Il n'en reste que le classique, la forme originale du trench Burberry reste celle qui fonctionne le plus et celle qui, à mon sens, est intemporelle, mais on s'amuse en fonction des humeurs, en fonction des tendances, en fonction des styles aussi de chacun à revoir cette pièce iconique et indétrônable en ce qui concerne les manteaux de demi-saison. En quatrième, un vêtement qui fut politique, c'est bien souvent le cas dans les vêtements, celui-ci est très intéressant, c'est la mini-jupe. La mini-jupe, elle apparaît dans les années 60. Sa naissance est revendiquée à la fois par une British et par une maison française. La revendication anglaise, pour moi, a le plus de crédibilité, tant l'aspect politique du vêtement semble ressortir, voilà, de ce côté. Côté français, dès les années 60, elle est commercialisée par une maison assez futuriste à l'époque qui est Courrèges, et côté anglais, par une styliste considérée un petit peu comme une avant-gardiste, Mary Quant. Cette forme de jupe, elle est vraiment en rupture avec les normes de l'époque, elle est symbole de liberté et elle s'inscrit aussi dans une volonté de désexualisation du corps féminin. On peut montrer ses jambes en toute liberté, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, et sans que ce soit connoté comme une invitation. Ça peut encore être un débat actuel. Elle s'inscrit bien évidemment dans un combat pour l'égalité des genres. La mini-jupe, outre que par Mary Quant, elle va être plébiscitée par une mannequin star de l'époque qui elle aussi vient de Grande-Bretagne. Cette mannequin, c'est Twiggy. Il faut savoir que dans les années 60, le Royaume-Uni, c'est vraiment l'épicentre de la mode. Beaucoup de choses se passent là-bas. Ils sont en avance sur bien des sujets. En tout cas, ils semblent être les premiers à faire la démarche voilà, de renverser les codes de l'époque. On va aussi retrouver la mini-jupe portée par une de nos stars françaises, Brigitte Bardot. C'est très critiqué par les conservateurs de l'époque. J'ai retrouvé énormément d'images, d'archives, voilà, de militantes en mini-jupe qui militent pour le port de la mini-jupe comme liberté de la femme. Et c'est là-dessus que je trouve le lien entre politique, histoire et la mode vraiment très intéressant et ultra pertinent. Dans les années 70-80, la mini-jupe est davantage acceptée. On va la retrouver dans des versions denim, dans des versions cuir. Elle va se façonner encore une fois selon les tendances de l'époque. Dans les années 90, début 2000, âge d'or des formes mini poussées par la pop culture. On la retrouve portée par d'énormissimes stars telles que Britney Spears ou les Spice Girls, pour ne citer qu'elles. Aujourd'hui, la mini-jupe se place également comme un intemporel de la garde-robe. Est-ce que c'est pour autant un vêtement facile à porter dehors, en ville ou pas, dans les transports en commun ou pas? C'est un débat qui peut être long et qui est vieux, j'en ai bien peur, de 6 décennies. Dernier vêtement dont on va refaire l'historique pour cette vidéo, c'est la ballerine. La ballerine, je la trouvais intéressante. Comprendre un petit peu l'origine de cette chaussure, qui en a une. Comme son nom l'indique, la ballerine à l'époque, c'est une chaussure qui est portée par les danseuses classiques. Il faut savoir qu'elle n'avait pas exactement la forme qu'on lui connaît, c'est-à-dire à la base, c'était pas un soulier qui était plat. Les
les danseuses classiques étaient perchées sur des talons à fin 19e siècle et elles cherchaient, les pauvres, on les comprend, une version qui soit plus confortable, plus pratique pour exercer tout simplement leur talent. À l'époque et jusque tard, les femmes sont majoritairement perchées sur des talons. C'est dans les années 20 qu'on a des créateurs comme Salvatore Ferragamo ou encore Roger Vivier qui vont, en s'inspirant du modèle de la ballerine, créer des souliers plats, modernes, confortables. On les remercie. Dans les années 50, c'est Brigitte Bardot qu'on voit porter une paire de ballerines plates dans le film iconique Et Dieu créa la femme. On connaît l'impact de Brigitte Bardot sur sa génération. Ça a évidemment créé une tendance à l'époque et ça va très vite devenir symbole d'élégance et de confort en même temps. Il y a Repetto à l'origine qui crée des souliers pour les danseuses, qui va commencer à commercialiser les ballerines pour voilà, un public un petit peu plus vaste. On a également Chanel qui propose sa paire de ballerines. Dans les années 60, ça devient un modèle vraiment très présent dans la mode féminine et très souvent adopté par des femmes actives. On sait que la femme devient beaucoup plus active professionnellement à partir des années 60. Il lui faut donc des souliers qui vont avec ce nouveau rythme de vie. En l'occurrence, la ballerine devient vraiment le soulier confortable, élégant de référence. On fait un bond dans les années 2000 où on va la retrouver portée par des hit girls de l'époque telles que Kate Moss ou Sienna Miller. À cette époque-là, on retrouve énormément de ballerines dans les tendances et dans les collections. Elles sont très souvent associées avec des jeans skinny. C'est pas, à mon sens, ce qu'il y avait de plus flatteur pour la silhouette. De manière générale, cette période-là n'a pas donné lieu à des tendances qui étaient très flatteuses pour les silhouettes. J'en ai bien peur, c'était pas la meilleure période. On a eu un creux en ce qui concerne la ballerine, un creux d'une bonne quinzaine d'années et la revoici depuis quelques saisons de nouveau sur le devant de la scène mode, traitée dans des versions plus modernes. On en a parlé dans les vidéos tendances. On va la retrouver ornée de broches, on va la retrouver dans des imprimés qui sont d'actualité comme le léopard. Donc on essaie de jouer avec cette forme qui est en théorie très classique pour la moderniser, la réadapter au goût du jour. Et c'est ce qui en fait, à mon sens, un des vêtements, un des souliers qui marque l'histoire de la mode parce que depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on l'a vu évoluer, on l'a vu s'adapter. Il reste toujours présent, symbole d'intemporalité. Voilà tout le monde, j'ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur ce sujet, sur également ce qui a été mentionné tout au long de la vidéo. Je pense faire une partie 2 si ça vous plaît, avec d'autres vêtements qui ont marqué l'histoire de la mode et aussi tout simplement rouvrir cette rubrique et replonger au cœur de l'histoire de différentes maisons de luxe qu'on connaît bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle cette chaîne, que vous voulez suivre les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.